Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Chaque vendredi, vous pourrez vous enrichir avec l'expérience d'éducateurs au sens large qui cherchent à contribuer à ce plein épanouissement. Des professeurs des écoles, des éducateurs Montessori, des chercheurs, des formateurs et même des rééducateurs. J'ai à cœur que l'école évolue pour que chaque enfant puisse développer son plein potentiel. J'essaie de faire ma part avec mes ateliers Montessori, mes formations en ligne et en présentiel, le podcast bien sûr, et mes 2 cartons dans l'éducation nationale. Pour résumer, au quotidien, j'aide les enfants à développer leur plein potentiel et j'accompagne des professeurs des écoles pour leur faire découvrir l'éducation Montessori, qui est en parfaite cohérence, adéquation avec les recherches en neurosciences. Vous trouverez plus d'informations sur mon blog, montessori-apprendreautrement.com et plein d'autres ressources. Si vous voulez recevoir gratuitement les clés les plus efficaces pour développer le plein potentiel des enfants à l'école et à la maison, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien dans les notes de l'épisode. Pour passer à la vitesse supérieure, vous pouvez vous inscrire à ma formation en ligne ou en présentiel. Vous aurez toutes les informations sur le blog. Si ce podcast vous plaît, je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et une note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à cette révolution éducative. Et n'hésitez pas à partager les épisodes qui vous plaisent. Pour démarrer cette 4e saison, nous allons plonger dans la vie de Maria Montessori. Mon invitée du jour était Martine Gilsoul. Elle a coécrit avec Charlotte Poussin le livre Maria Montessori, une vie au service de l'enfant. Donc le titre est déjà très puissant, hein. Et depuis quelques semaines, en prévision de cette interview, je me régale chaque soir en lisant quelques pages de cette biographie. Et aujourd'hui, avec le podcast, vous allez avoir un complément, vous donner un petit aperçu de la richesse de tout ce que Maria Montessori a vécu, des difficultés, des échecs, de son génie. Martine Gilsoul a fait énormément de recherches sur la vie de Maria Montessori. Et comme elle vit en Italie, ses recherches ont été facilitées avec de nombreux textes en italien. Donc si Martine Gilsoul a écrit cette biographie, c'était pour que nous, les francophones, on puisse avoir accès aussi à la biographie de Maria Montessori. Et comme dit Martine, on n'aura jamais fini d'étudier la pensée de Maria Montessori, mais en tout cas aujourd'hui dans cet épisode, vous allez pouvoir encore entrer un peu plus en profondeur. Donc je laisse place à ma conversation avec Martine. Bonjour Martine. Bonjour Céline. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler de la biographie de Maria Montessori aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir. Le plaisir est pour moi. Merci à toi de me donner cette opportunité. Est-ce que tu veux bien déjà C'est la première fois qu'on échange, on n'a pas discuté un petit peu avant l'enregistrement. Donc est-ce que tu peux m'expliquer et en faire profiter les auditeurs, qu'est-ce qui t'a motivé pour écrire ce livre, pour faire ces recherches sur Maria Montessori? Voilà, est-ce que tu peux nous donner un peu de contexte, s'il te plaît? Ok, alors moi, il y a 2 choses que je voudrais dire. C'est que pour moi, la méthode Montessori, c'est l'aboutissement d'un cheminement de réflexion, parce que à la base, je suis institutrice dans le système traditionnel, mais j'avais rencontré beaucoup de difficultés. Là, je travaillais à Bruxelles avec des enfants étrangers. Et dans la formation que j'avais reçue, je voyais bien qu'il me manquait quelque chose, mais voilà, je ne connaissais pas encore la méthode Montessori. Donc, j'habite maintenant en Italie depuis 18 ans. J'ai rencontré donc la méthode Montessori ici et ça a été pour moi vraiment une illumination, première chose. Et puis, j'ai surtout étudié d'abord la pensée de Hélène Lubienska de Lamballe, qui est donc une disciple de Maria Montessori, qui m'a conduit après à approfondir la pensée de Maria Montessori. Et je me suis rendu compte que en Italie, en italien, il y a beaucoup d'ouvrages en fait qui parlent de Maria Montessori, de sa vie, des différentes périodes de sa vie, mais aussi beaucoup de sa correspondance qui a été publiée en italien. Tout ce matériel en fait n'existe pas en français. Et il y a quelque temps, j'ai participé à une émission à la radio en France et je me rendais compte qu'en fait, on en restait souvent quand même aux idées de base en fait sur Maria Montessori, la première femme médecin. Enfin voilà, toutes choses plus ou moins vraies, mais ça faisait je trouvais que ça faisait un peu très légende. Et qu'on avait parfois oublié un peu le côté humain. Parce que maintenant, on voit la méthode Montessori comme tout est bien ficelé, non, mais en fait, derrière, je pense que c'est vraiment ce que j'ai voulu faire passer dans mon livre, c'est que c'est une femme très humaine, certes un génie, mais une femme qui a eu besoin d'énormément de courage, qui a connu des échecs aussi,
et je trouvais que c'était important de rendre un peu cette humanité, en fait, à Maria Montessori, avec toutes des très belles qualités, aussi des côtés un peu plus obscurs, peut-être, de sa personnalité, comme tout être humain. Et je trouvais que du coup, pour moi, en tous les cas, je la trouve très attachante, en fait. Alors que parfois, avec le discours un peu qui tend à en faire une femme un peu une superwoman, non, qui est un peu plus éloignée, un peu plus, et puis toujours, les photos qui circulent d'elle sont quand même, donnent aussi peut-être une image un peu d'une femme très austère. Et en fait, on se rend compte que c'est pas vraiment le cas. Moi, j'ai beaucoup aimé, par exemple, les lettres. C'est surtout dans ces lettres, je trouve, qu'on perçoit toute la finesse de sa personnalité et aussi tous les échecs, les écueils auxquels elle a dû faire face, non, la solitude, les trahisons qu'elle a connues. Et voilà, donc c'était un peu tout ça que j'avais envie de faire connaître. Et aux Français, du coup, qui n'ont pas accès forcément, voilà. C'est ça. Voilà. Au public francophone, ouais. Au public francophone, voilà. D'accord. Et donc le titre du livre, tu peux le préciser pour les auditeurs? Oui, donc c'est Maria Montessori, Une vie au service de l'enfant. Voilà. Et tu l'as coécrit avec Charlotte Poussin. Voilà, en fait c'est plutôt grâce à elle, parce que c'est elle qui m'a proposé de me lancer dans cette aventure. Donc ça faisait quelques années déjà que je lisais, que j'accumulais du matériel. Mais bon, moi je ne m'étais jamais pensé un jour écrire un livre. Enfin, je n'imaginais pas que j'étais capable de ça. Et donc c'est elle qui m'a contactée, qui m'a proposé ça. Et voilà, donc ça s'est concrétisé. Donc oui, elle m'a bien aidée. D'accord. Et tu as dit que ça fait 18 ans que tu habites en Italie, mais tu es née en Belgique ou en France? Je suis belge. Voilà, je suis belge, près de Liège. D'accord. Et donc tu as appris l'italien en arrivant sur place? Oui, heureusement j'avais fait du latin à l'école quand j'étais jeune, on va dire, ce qui m'a aidée, mais c'est clair que voilà. En même temps, c'est une belle langue, donc ça facilite les choses. Oui, et cette belle langue t'a donné accès à plein de supports. Et d'ailleurs, dans ton livre, il y a beaucoup d'extraits de ces correspondances. Oui. Je trouvais que c'était important de vraiment laisser parler Maria Montessori. Parce que souvent, je pense qu'on a parfois tendance un peu à réduire sa pensée à des clichés, alors c'est une pensée qui est vraiment très profonde. Et je pense que, peut-être que tu en as fait aussi l'expérience, mais moi, à chaque fois que je lis certains extraits, mais il y a quelque chose on saisit autre chose, non, parce que c'est une pensée quand même très profonde et élaborée. Oui, et c'est vrai qu'à chaque fois que je lis un passage de ces livres, j'ai l'impression de découvrir quelque chose, alors que je les ai déjà lus il y a des années. Mais tiens, il n'y a pas longtemps, là, dans son livre « Éduquer le potentiel humain », elle parle... en fait, peut-être que la première fois que je l'ai lu, j'avais pas compris. Mais entre-temps, j'ai fait un MOOC sur Learn How to Learn, donc apprendre à apprendre, avec... j'oublie toujours le nom de Barbara Oakley, enfin, un nom approximatif. C'est un MOOC gratuit sur Coursera. Et cette formatrice parlait des deux modes de pensée, le mode diffus et le mode concentré. Et quand j'ai relu ce passage dans Éduquer le potentiel humain, j'ai compris en fait que Maria Montessori, avec ses mots à elle, parlait de ces deux modes de pensée. Et sûrement la première fois, en fait, j'avais pas pu faire la comparaison puisque j'en avais jamais entendu parler. Donc c'est quand même fou de se dire, il y a sur plein de sujets, les neurosciences confirment ses intuitions. Enfin, intuition, c'est peut-être pas assez fort, mais ses observations. Je pense qu'on ne peut pas comprendre la pensée de Maria Montessori si on oublie qu'elle était avant tout un médecin. Et avant d'étudier la médecine, elle a étudié les sciences naturelles, non parce qu'elle n'a pas pu s'inscrire directement à la faculté de médecine parce qu'il lui manquait des diplômes, mais surtout, je pense, parce que c'était une femme. Et ça a profondément marqué sa manière de regarder, d'observer son environnement. Et moi, je pense que si on oublie ça, ça change quand même la donne, parce qu'elle le dit, elle insiste souvent sur cet aspect dont je suis avant tout une scientifique. Oui, donc même si à l'époque il n'y avait pas d'IRM pour confirmer, en gros c'est par l'observation qu'elle a pu déduire toutes ces observations.
Ouais, Enfin, tout à voilà, fait. c'est en observant voilà, qu'elle a pu déduire tout ça. D'accord. Et au tout début, tu as dit, quand j'ai rencontré les travaux de Maria Montessori, ça a été une illumination. Alors c'est marrant parce que moi j'utilise un autre mot mais qui veut dire la même chose. Je dis j'ai l'impression d'avoir découvert un trésor. Ouais, non, c'est clair. Est-ce que tu pourrais décrire aux auditeurs pourquoi une illumination? Mm. Mais donc, comme je l'ai dit au début, non, j'ai travaillé avec des enfants donc dans un milieu à Bruxelles qui, à l'époque, était une zone d'éducation prioritaire. Donc, j'avais tous des enfants qui venaient d'arriver en Belgique. La plupart ne parlaient pas français, avaient vécu la guerre, les traumatismes, non, de devoir fuir son pays. Et j'avais un CP, comme on dit en France. Et je me suis rendu compte que j'avais vraiment pas les instruments et que avant de pouvoir, j'avais l'impression qu'avant de pouvoir les éduquer, enfin, de leur transmettre un savoir, il fallait que je crée une relation avec eux, mais c'était pas toujours possible. Puis, enfin voilà. Et donc j'ai fait de mon mieux. J'ai lu, mais je me rendais compte que parfois je devais aller aussi contre ce qu'on m'avait enseigné à l'école normale, non? On nous disait partir des intérêts des élèves, mais il y avait certains de mes élèves, c'était pas possible, quoi. Ils avaient pas, je voyais pas comment je pouvais. Et donc enfin voilà, j'ai beaucoup cherché, mais à l'époque je ne connaissais pas Maria Montessori, ou ceux que j'en connaissais, ça ne me donnait pas trop envie, parce qu'à l'époque en Belgique, il y avait très très peu d'écoles Montessori qui étaient du coup destinées à un niveau enfin, des familles, je veux dire, normales ne pouvaient pas se permettre de. Donc pour moi, c'était un peu réduit, hein, c'est l'école pour les riches, quoi. Et ce n'est pas du tout le cas de mes élèves. Et en fait, ça a été au cours d'une petite expérience que j'ai vécue dans une favela au Brésil, où avec mon mari, voilà. Et donc j'ai vu, donc les enfants vraiment se transformer par la concentration. Et là, donc ils faisaient des origamis. Et il s'est passé quelque chose, et leurs éducateurs qui les voyaient tous les jours ont dit, mais on ne les a jamais vus comme ça. Et moi, ça m'a vraiment intriguée. Donc, quand on est rentré en Italie, j'ai commencé à chercher sur Internet éducation, concentration, attention. Et c'est comme ça que je suis arrivée sur les ouvrages de Hélène Lubienska de Lamballe, qui a écrit un très très beau livre, donc, Éducation de l'homme conscient et entraînement à l'attention. Et c'était en fait vraiment ma manière de rentrer dans la méthode Montessori, si je peux dire. Et là, quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, ben voilà, pour moi, c'est ça la pédagogie. J'avais vraiment trouvé la réponse aux questions. Et puis surtout, moi, le trésor, pour reprendre ton expression, le trésor qui pour moi est le plus important que nous a légué Maria Montessori, c'est son regard sur l'enfant. Et voir toutes les potentialités que le petit enfant a et combien nous, les adultes, nous sommes responsables, non, de pouvoir lui permettre de les faire fructifier ou pas. Et depuis que mon regard sur l'enfant a changé, il m'arrive souvent de ressentir de la frustration face à certaines situations qui avant ne m'auraient pas interpellée et qui maintenant me choquent, tu vois. Un exemple tout bête, priver un enfant de récréation pour terminer un travail, tu vois, avec les fenêtres grandes ouvertes parce que, oui, il faut aérer en ce moment avec le virus, mais du coup, un enfant en t-shirt à manches longues, il fait, je sais pas, 10 degrés aujourd'hui, ce matin il faisait 10 degrés, et punir un enfant de récréation, tu vois, ça me choque. Je prends cet exemple-là parce qu'il est tout frais, mais voilà, je pense que je suis vraiment reconnaissante d'avoir découvert ces travaux en 2013, mais d'un autre côté, ça rend certaines situations plus difficiles, enfin, tu vois ce que je veux dire, plus frustrantes, plus... Et j'ai envie, enfin, j'ai ressenti ça dès le début, mais maintenant je me fais plus confiance et j'accompagne aussi des professeurs des écoles. Mais si tu veux, j'ai l'impression d'être beaucoup plus exigeante par rapport aux autres et en même temps envie de transmettre pour que tout le monde ait ce regard-là sur l'enfant et un peu comme un... Comment dire, j'essaye de trouver mes mots, comme si c'était indispensable, comme une mission en fait. Tu sais, des fois je parle de mission de vie parce que je me dis, mais là il y a tellement de travail, tellement d'éducateurs au sens large, hein. Quand je dis éducateurs, voilà, c'est pas que les professeurs des écoles, pas que les parents, mais il y a tellement de monde qui travaille avec les enfants et qui n'ont pas ce regard que j'ai l'impression que voilà, c'est ma mission, elle est là et il y a vraiment plein de choses à faire. Ouais, je confirme tout à fait. Je pense qu'il y a
quand on a découvert ce trésor, c'est vrai on a qu'une envie, c'est que le monde le connaisse pour le bien des enfants, non? Parce qu'après, on voit en fait les conséquences que ça peut avoir quand les enfants, quand on reste, enfin, quand les, alors c'est vrai qu'on est tous humains, donc c'est clair que on fait tous des erreurs, non, mais au moins d'en être conscient. Enfin, moi, je C'est pense que ça. si au moins déjà on pouvait être conscient de la grandeur de l'enfant et de, enfin, moi, je pense, je vois autour de moi, non, mais combien de fois on agit à la place des enfants. Et Ah déjà, oui. moi, je pense que si déjà ça, on faisait un pas en arrière Mm, et que, quand je dis le matin, bah, autant se réveiller 10 minutes plus tôt, mais laisser l'enfant se préparer à son aise que mm. de le presser et de commencer la journée. Enfin, je pense que c'est dans cette petite finesse-là que tout se joue. Et je pense que même, enfin, c'est clair que c'est compliqué de transformer toutes les écoles en écoles Montessori. Je pense que enfin, il faut du temps. Mm, Et moi, je pense que, enfin, elle le dit, non, avant d'éduquer les enfants, enfin, il faut faire notre propre éducation. Et je mm. pense que, enfin, moi, je me rends compte de passer d'être une institutrice traditionnelle à Montessori, ça demande un énorme effort. Enfin, elle parle vraiment d'une conversion, non? Il Mm, faut changer notre regard, notre manière mm. d'entrer en relation avec l'enfant, et je pense la patience et Oui. cette capacité d'accepter que ce n'est plus nous qui sommes au centre et qui gérons tout, mais que l'enfant, enfin que si moi je prépare l'environnement adapté à l'enfant, voilà, je soutiens son développement. Mm. Ah oui. Et excuse-moi, si je peux me permettre, je voudrais aussi dire que à la fin de sa vie, non, Maria Montessori dit, enfin, il y a un très beau vidéo quand elle revient en Italie entre ses 2 séjours en Inde, où elle dit voilà, je suis revenue, le gouvernement italien m'a invité pour essayer de faire repartir mes écoles, et elle ajoute aussi pour diffuser les principes de l'éducation nouvelle. Et je pense que c'est intéressant de voir que si on ne peut pas, c'est vrai, c'est difficile de transformer toutes les écoles en écoles Montessori, mais il y a, je pense, les principes essentiels de la méthode Montessori, on peut les utiliser dans une école traditionnelle, non? Et moi, ce que je dis souvent quand je veux observer des institutrices ou des éducatrices à la crèche, mais c'est commencer par des petites choses pour favoriser l'autonomie des enfants. Par exemple, je leur dis, mais écoutez, mais qu'est-ce que les enfants vous demandent, non? Et par exemple, un enfant qui vous demande des mouchoirs, mais mettons les mouchoirs à leur disposition. Mm, Montrons-leur comment on se mouche, comment on replie le mouchoir après et où on le jette. mm, S'il a besoin de boire, mais pourquoi est-ce qu'il doit me demander pour prendre de l'eau? Non, mettons les verres à sa mm, hauteur. Je pense que c'est toutes des petites choses comme ça qui peuvent favoriser mm. l'implantation des principes Montessori dans les écoles. Oui, c'est sûr. Oui, et la posture de l'adulte, moi j'insiste beaucoup en formation parce que souvent la crainte des professeurs des écoles, c'est je n'ai pas le matériel. Mais pour moi, il y a déjà tellement de choses à faire avant voilà, travailler sur soi, se questionner, mettre en place l'autonomie. Et il y a plein de principes qu'on peut appliquer, même avec zéro matériel, comme la période ininterrompue de travail. Ne pas les interrompre à une heure précise pour la récréation, c'est tout à fait... On peut le mettre en place et faire sa récréation en fin de matinée pour avoir voilà, son quart d'heure comme dans les textes. Mais voilà, je pense qu'il y a déjà plein de choses qu'on peut, qu'on peut faire. Mais c'est peut-être la chose la plus difficile de travailler sur la posture de l'adulte, je pense. Bah Parce oui, que parce qu'il quand faut... on a toute la vie, enfin, moi je le vois Hmm. sur moi-même, non, la patience, le fait de ne pas interrompre. Enfin, c'est tellement des automatismes en fait qu'on a eu et contre lesquels il faut lutter. Oui, c'est ça. Et ça sous-entend aussi accepter se remettre en question. Ce qui est la base. Et quand vous en parlez, vous parlez de méthode... tu parles de méthode Montessori. Le mot méthode, est-ce que tu trouves... Enfin voilà, si tu l'utilises, c'est qu'il te convient, j'imagine, le mot méthode. Alors moi, je dirais que je trouve que c'est un raccourci, c'est clair. Et c'est assez facile en fait d'utiliser le mot méthode, parce que maintenant bah, tout le monde l'utilise, alors que c'est vrai qu'il y a un risque peut-être quand même d'être mal compris. Et Maria Montessori elle-même le disait, hein, enfin, le titre original, c'était pas méthode, elle dit ce sont les Américains qui, en traduisant, ont choisi méthode. Mais c'est vrai que quand on voit le titre qu'elle avait choisi, ben, on comprend qu'ils aient mis méthode à la place, parce que c'est un peu long quand même comme titre. Euh, mais
c'est clair qu'il y a un risque, non, de réduire la pensée, la philosophie de vie que nous propose Maria Montessori à une simple méthode qui serait une technique. Une simple technique de l'usage du matériel. Et elle le dit, ce n'est pas tellement le matériel qui fait ça, mais c'est la manière dont moi je l'utilise. C'est là le défi, non? C'est ma manière à moi d'utiliser le matériel avec les enfants qui est importante. Oui, oui. Et j'aimerais revenir sur un passage dans le livre où tu expliques en fait que Maria Montessori s'octroyait peu de moments de détente et qu'elle, j'ai pas la citation exacte sous les yeux, mais qu'elle sentait le poids et l'urgence de sa mission. Voilà. Est-ce que... Ah oui, oui. Alors ça, c'est quand je pense dans le premier chapitre, non? Parce qu'on dit elle aimait beaucoup le cinéma, elle aimait beaucoup, mais en même temps, c'est ses premières collaboratrices qui le disent, elle travaillait tout le temps. Et ça, même ses petits-enfants disent, même quand elle était en Inde, donc quand même déjà assez âgée, à 6h, 7h du matin, elle était déjà en train de lire, d'étudier, donc c'était vraiment une vie, quand on dit une vie au service de l'enfant, c'est pas simplement une rhétorique, mais c'est qu'elle a tout donné vraiment. Et tous ces voyages, alors moi je pense qu'elle aimait quand même bien voyager à la base, mais bon, il y a une chose voyager en 2020 et une autre à son époque. Et pour aller en Inde, il fallait 7 jours. Et donc tout ça, elle l'a fait vraiment pour les enfants. Et c'est vrai que je pense qu'elle sentait qu'elle avait cette mission et elle était quand même assez, je pense, assez consciente de l'importance de son travail. Et on sentait qu'elle était pressée, non? Et en même temps qu'elle voyait ce risque dès les premiers visiteurs à San Lorenzo, en fait, elle dit, mais eux, ils viennent et ils croient que c'est juste une méthode, ils croient qu'il suffit de montrer ce matériel et de l'utiliser avec les enfants. Et en fait, elle dit, mais personne n'a compris que cette méthode n'en était qu'au début, qu'il fallait l'approfondir, qu'il fallait continuer, qu'il fallait l'aimer. Et ça, je pense que ça a été un peu son... Et c'est pour ça, je pense, que d'autant plus, ça a renforcé sa conscience de devoir travailler pour approfondir, pour peaufiner aussi sa méthode. Ce qu'elle dira finalement après son séjour en Inde. Maintenant, le cadre, on va dire, de nos propositions est abouti parce qu'ils ont pu travailler pour peaufiner leur proposition. Et si tu veux bien, j'aimerais qu'on reparle de toutes les difficultés qu'elle a réussi à traverser. Et si on peut commencer donc par la première, je crois que c'était dans l'école d'orthophonie. J'ai la citation exacte sous les yeux. Il est même interdit de prononcer mon nom comme s'il s'agissait de celui d'un ennemi. Ils ont détruit tout ce qui faisait penser à moi, brûlé le matériel éducatif que j'avais fait fabriquer avec enthousiasme et amour. Alors, je pense que, donc là, on est au début de 1902-1903, et donc je pense que c'est pas la première difficulté, parce qu'avant, il y a eu toutes les difficultés liées à son inscription à la faculté de médecine, seule femme au milieu de tant d'hommes, et donc là, c'est clair que son courage a été mis à rude épreuve, et moi, je suis convaincue, parce qu'il y a une biographie qui est sortie en italien, qui va bientôt sortir en France, de Cristina Di Stefano. Et elle dit qu'elle pense que Maria Montessori, a posteriori, a un peu écrit, a laissé en fait des carnets où elle raconte donc ses difficultés, mais en les exagérant pour montrer combien elle a été courageuse. Et moi, je ne suis pas vraiment convaincue parce qu'on a quand même des exemples extérieurs, si je puis dire. Et moi, par exemple, ça m'a frappé quand j'ai vu que son professeur, donc le professeur Sergi, à un certain moment, il lance son bistouri sur les étudiants tellement il est énervé d'entendre les sarcasmes, les blagues vulgaires qui font contre Maria Montessori. Donc, je pense que ça, c'est la preuve qu'elle n'a pas eu de répit. C'est juste à la fin, en 1894-95, quand les autres étudiants se rendent compte à quel point elle est brillante, parce qu'elle reçoit des prix, elle a des places, elle gagne des concours pour être assistant dans les hôpitaux, que les autres commencent à la respecter. Mais donc c'est au prix d'énormément d'efforts. Et donc cette citation que tu as faite, donc on est quelques années plus tard, et en fait tout ça c'est dû en fait à sa relation avec Giuseppe Montesano, donc le père de Mario.
Et en fait, ils avaient donc décidé d'un commun accord de vivre leur amour librement, on va dire, en dehors du mariage, et de ne jamais se marier, donc ni l'un avec l'autre, ni avec quelqu'un d'autre. Et ils n'ont pas modifié leur décision, même avec la naissance de Mario. Donc, Maria a caché sa grossesse. Et alors, c'est vrai qu'ici, maintenant, avec le recul, on peut très facilement la juger, non? Parce que comment est-ce possible qu'une femme qui écrit tellement bien de l'enfance, de tous les besoins de l'enfant, ait pu faire ça? Mais moi, je pense qu'il faut qu'on se remette vraiment dans le contexte de l'époque. Et c'est clair que si elle se mariait, elle aurait dû arrêter. Elle ne pouvait pas une femme mariée ne pouvait pas travailler à l'époque. Et donc, moi, je pense que ça a dû être vraiment quelque chose une souffrance indicible. Et en fait, dans les carnets, donc ça, j'en parle aussi, mais on voit que cet enfant, il est toujours présent dans sa vie, et que dès qu'elle le peut, elle va le voir. Et c'est clair que c'est pas l'idéal. Mais enfin voilà, et elle dit en fait à un certain moment, ça peut-être que je ne l'ai pas écrit, mais c'est par aspiration d'un seul enfant qu'elle a travaillé pour tous les enfants, non? Voilà. Et donc, voilà, pour revenir à l'épisode que tu cites, en fait, c'est quand, à un certain moment, donc Montesano se marie avec une autre femme, et donc là, pour Maria, c'est une trahison. Et donc, elle décide de rompre toutes ces relations, et vu qu'ils travaillaient ensemble, ben, c'est clair qu'elle décide de tracer un trait, en fait, sur toutes ces expériences. Et cette école d'orthophonie, je pense que ça a dû vraiment être quelque chose de très très douloureux, parce que c'est elle qui, enfin, c'était vraiment l'âme de cette école, et elle s'est donné énormément de mal pour que cette école soit ouverte. Elle a fait des conférences en Italie pour récolter des fonds, et elle y a travaillé du matin au soir. Donc c'est clair que... Et en fait, je viens de lire que Montesano a été tellement surpris par la réaction de Maria Montessori que, enfin voilà, ils ont décidé, ben voilà, si elle veut partir, ben voilà, ça aurait été une réaction un peu comme ça. Voilà. C'est vrai que c'est triste, parce qu'en même temps, c'est clair qu'elle avait fait énormément de travail, et si les enfants n'ont pas pu en bénéficier, c'est toujours là, on retourne toujours un peu à quelque chose de constant. C'est toujours les enfants qui payent le prix après des décisions des adultes, non? Et en même temps, donc je pense que ce sont des années de 1903 à 1906 où Maria Montessori se cherche. Donc, elle pensait avoir sa carrière toute établie, en fait, devant elle, non, la psychiatrie, donc, parce que c'est quand même une des fondatrices de l'école romaine de psychiatrie. Et l'apport, enfin, sa vision avec Montesano et leurs collègues a vraiment été très importante pour le système éducatif italien. Pardon. Mais en même temps, enfin voilà, on voit que c'est souvent dans des moments où on ne sait plus trop où aller, enfin voilà, elle approfondit en fait, non, l'anthropologie, la philosophie, la psychologie, ce qui va après lui permettre de pouvoir faire l'expérience de San Lorenzo qui va la mener donc dans le monde entier. Donc parfois, c'est vrai que d'un échec apparent, Oui. en fait, on voit que parce qu'on ne sait pas, si elle avait continué à l'école d'orthophonie, peut-être qu'on n'aurait jamais eu San Lorenzo, enfin on ne le sait pas en fait. Oui, c'est ça. Des fois on a l'impression de vivre une difficulté insurmontable, mais ça va nous ouvrir d'autres opportunités. Tout à fait. Et j'aimerais aussi qu'on termine avec les difficultés qu'elle a vécues. Quand il y a une période de sa vie où j'ai l'impression qu'elle a beaucoup souffert de l'isolement. Elle disait qu'elle travaillait seule et que c'était un travail de recherche tellement vaste qu'elle ne voulait pas être seule pour mener cette recherche. Si, je crois que ça, c'est un peu une constante de toute sa vie, non? C'est un peu comme tous les génies. Donc, du coup, les génies, c'est pas toujours facile de vivre avec. Donc, il y a beaucoup de... C'est un peu une constante. Il y a des moments où elle a des collaboratrices avec qui elle partage tout. Et puis, à un certain moment, il y a une séparation. Et bon, ça a été le cas avec Hélène Loubienska de Lamballe. Donc, elles se rencontrent à partir de la fin des années 20. Et donc, au point que Maria Montessori sera la marraine du fils de Hélène Loubienska. Donc, il y avait quand même une relation de confiance. Et donc, elle voyage tous les jours. Hélène Loubienska est souvent chez Maria Montessori. Donc, il y a vraiment une relation. Oui, elles se voient tous les jours, elles voyagent ensemble. Elles réfléchissent vraiment ensemble. Et puis, en 1934, séparation nette. Et
sans plus aucun contact. Et ça, ce n'est pas la seule fois que ça s'est produit. Donc je pense qu'il y avait d'un côté cette solitude, parce que par la force des choses, parce qu'elle était aussi en train d'élaborer une pensée que je pense qu'il n'était pas donné à tout le monde de comprendre et de pouvoir approfondir, non? Et elle dira d'ailleurs, Hélène Lubienska est celle qui a le mieux compris ma pensée. Et en même temps, je pense que vu sa forte personnalité et son caractère certain, elle avait aussi besoin d'être admirée. Et donc les personnes qui ont été à ses côtés pendant toute la vie ou plus longtemps, je pense par exemple à Anna Maria Maccheroni, avait d'énormes problèmes de santé, avait aussi peut-être une personnalité un peu plus fragile, et donc ça convenait bien à Maria Montessori, non, d'avoir ces personnes qui travaillaient un peu dans l'ombre pour elle, mais en même temps, c'est pas du tout une critique, mais je pense que c'est important qu'on se rende compte que Maria Montessori seule n'aurait pas pu faire la méthode Montessori. Oui. Il y a autour d'elle énormément de collaboratrices qui ont approfondi la musique, Anna Maria Maccheroni, ou le langage, Anna Fedel. Ici, je fais une petite parenthèse pour dire aussi que Maria Montessori n'a pas eu de chance. Parce que quand on voit ses premières collaboratrices, qu'elle a vraiment formées, donc il y a Elisabetta Ballerini et Anna Fedeli qui meurent très jeunes. Et elles avaient vraiment compris, parce que c'est les premières, non? Et donc, en même temps, il y a cette grande solitude, et en même temps, parfois, je me suis dit, mais elle n'a vraiment pas eu de chance, quoi. Oui. Et cette solitude, elle était aussi due, je pense, au fait qu'il y a beaucoup de monde qui voulait peut-être collaborer avec Maria Montessori, mais plus pour un bénéfice personnel, souvent économique. Donc, il y a eu au début des Américains, non, qui avaient compris, en fait, tout l'argent qui pouvait se faire aussi avec la méthode Montessori. Et je pense qu'elle a aussi vécu des déceptions de ce côté-là qui ont fait qu'elle a préféré peut-être aussi se protéger. Et donc, ça a été quand même un peu toujours comme un dilemme, non? D'un côté, vouloir la popularité de ses idées, de sa méthode, de cette philosophie de vie, et en même temps préserver la pureté. Mais donc, c'est difficile de pouvoir... Enfin, là, il y avait tout le problème de la formation, non? Et donc, c'est ça qui a créé aussi pas mal de tensions avec certains de ses proches collaborateurs, parce que ils estimaient que vu qu'ils avaient été formés par Maria Montessori, ils pouvaient eux-mêmes former, mais ils ne le faisaient pas toujours en lui demandant son avis. Donc, et elle avait quand même besoin, ça faisait un peu partie de sa personnalité, de contrôler, mais je ne sais pas si c'était contrôler pour contrôler ou contrôler pour s'assurer que sa pensée était bien préservée, non? Donc c'est clair qu'il y a quand même eu une solitude, et je pense qu'à partir du moment où Mario, son fils, sera avec elle, et plus ou moins à l'âge de 20 ans, quand il est adulte, c'est clair que ce sera son plus proche collaborateur, et je pense que ce sera l'aide, le soutien, ce sera vraiment une personne qui fera un peu tout pour elle, quoi. Il s'occupera aussi bien de l'organisation que du côté économique, et il continuera aussi à élaborer, à approfondir certains aspects de la pédagogie Montessori qui n'étaient pas terminés. Mais c'est clair que la solitude, je pense, ça a été quelque chose de... Oui, parce que c'était aussi une vie où... Pardon. Allez-y. Vas-y. C'était aussi une vie, elle se déplaçait au gré des cours, donc c'était vivre 6 mois à Londres, 6 mois à Barcelone, tout ça aussi, ça n'aide pas à avoir une vie... ça peut aussi renforcer la solitude. Oui, c'est sûr. Et là, j'aimerais bien faire profiter les auditeurs d'un petit passage. Tu en as déjà parlé, mais tu vas pouvoir rebondir dessus. Dès le début de sa notoriété, certaines personnes, parfois armées de bonnes intentions, mais pas toujours compétentes, voulurent profiter de l'enthousiasme généré par sa méthode en organisant des cours portant son nom ou en traduisant des livres sans son autorisation. Son fils Mario affirma ainsi « Combien d'horreurs ont vu le jour sous le nom de Montessori de par le monde ?» Oui, je pense que c'est... elle le dit, donc on lui envoyait des lettres en disant « Votre livre est traduit au Japon » et elle ne le savait pas. Et en même temps, je pense qu'après, moi, c'est une des plus belles citations, je trouve, de Maria Montessori, c'est donc elle voit que son fils veut tout faire pour défendre sa mère et aussi sa pensée. Et donc après, ce qui va donner lieu à la création de l'AMI, qui est une bonne chose. Mais elle dit ne me défendez pas, mais travaillez. Et ça, moi, je pense que c'est quelque chose que parfois,
les Montessoriens ont un peu trop oublié. C'est qu'on a voulu à tout prix faire de Maria Montessori une personne, surtout en Italie, je pense, hein, une personne nette à 100%, et donc on a un peu occulté certains points plus obscurs de sa personnalité, ou la collaboration avec le fascisme, ou certains éléments pour en faire une personnalité bien sous tout point de vue. Et on a un peu oublié d'approfondir cette pensée. Et on s'est trop contenté peut-être de répéter, non, Maria Montessori a dit que, et donc on fait ça, mais sans se demander, mais pourquoi elle a dit ça. Et moi, je pense que si maintenant Maria Montessori elle nous dirait la même chose, mais continuer, observer et étudier. Parce que moi, ce matin, j'étais en train de parcourir, en français, La mente del bambino, donc c'est l'esprit absorbant, c'est quoi le titre du livre, hein, l'esprit absorbant. Et c'est fou de voir le nombre d'auteurs qu'elle cite, de contemporains ou pas. Et donc moi, je pense qu'il faut aussi... c'est clair que je pense que Maria Montessori nous a transmis une pensée aboutie, mais c'est pas pour ça qu'on ne doit pas continuer d'abord à bien étudier la pensée de Maria Montessori et pas se contenter de clichés ou de raccourcis. Parce que c'est une pensée qui est tellement dense que... Enfin, moi, ça me frappe beaucoup de voir que quand... Je m'intéresse beaucoup, en fait, aux collaboratrices proches de Maria Montessori. Et il n'y a pas longtemps, j'ai écrit en italien, un petit portrait de Gianna Gobbi, qui a surtout travaillé pour l'enfant de sa naissance, l'enfant dès la naissance. Et donc, c'est à elle qu'on doit le mobile de Gobbi, donc celui avec les boules. Donc, c'est elle qui l'a créé. Et la catéchèse du bon pasteur. Et elle dit, une semaine avant de mourir, elle dit, je viens de lire pour la 20e fois la pédagogie scientifique et j'ai encore découvert des choses. Alors que ça avait été formée, pas directement par Maria Montessori, parce qu'elle était en Inde à l'époque, mais qui a toujours baigné, on va dire, non, dans le milieu Montessori, et elle a lu 20 fois les livres de Maria Montessori. Il y a quelque chose de... Non? Oui. Que souvent, moi, au début, je faisais comme ça, c'est que souvent, la concentration, et donc je vais voir ce qu'elle dit sur la concentration, non? Mais je pense que c'est intéressant aussi de prendre un livre et de le lire vraiment du début jusqu'à la fin. Oui. Même si c'est pas toujours facile, c'est vrai que parfois... Et je pense que, moi, j'aime beaucoup Hélène Loubienska de Lamballe, et je pense que sa pensée est plus facile, pas plus facile, elle est dense comme Maria Montessori, mais elle a une manière d'écrire qui fait que la lecture est peut-être plus aisée. Comme Maria Montessori, il y a beaucoup de récits, non, c'est une pensée parfois on a l'impression qu'elle s'éloigne un peu, non, c'est aussi peut-être une manière italienne, donc parfois les Italiens ont cette capacité de parler une chose que nous on dirait en une phrase, eux ils le disent en 5 phrases, non. Et il y a aussi quelque chose de culturel. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile de lire Maria Montessori parce qu'on a l'impression qu'elle s'éloigne, mais en même temps qu'elle est richesse de pensée. Et moi je pense qu'il faut qu'on soit fidèle aussi. Elle nous a légué un héritage et c'est notre responsabilité de l'approfondir. Je pense qu'on n'aura jamais fini d'étudier Maria Montessori. Oui, c'est ça. Et je crois qu'elle nous encourageait à la fin de sa vie à comprendre ses travaux, mais aussi à les poursuivre. Parce qu'elle avait sûrement, elle s'était sûrement doutée que le monde allait évoluer et elle nous encourage à poursuivre son travail. Et c'est ça qui est chouette aussi. Tout à fait. Et oui, j'aimerais juste que tu nous parles un petit peu d'Hélène Loubienska. J'ai pas retenu le troisième nom. Alors, Hélène Loubienska de Lamballe. De Lamballe, voilà. De Lamballe, oui. Une Polonaise, mais sa grand-mère était française. Et en fait, quand elle rencontre Maria Montessori, c'est à la fin des années 20 à Rome. Et en fait, elle est éblouie, donc elle visite une école. En fait, c'était une dame de la grande aristocratie, donc qui parlait 5 langues, qui voyageait pendant l'année, qui était autodidacte, qui aimait beaucoup la philosophie et la théologie. Et en fait, elle est éblouie, donc elle visite une école Montessori à Rome. Et en voyant ça, elle dit, voilà, il faut que je comprenne. Et donc, Maria Montessori est à Rome, elles se rencontrent. Et Maria Montessori lui propose d'approfondir sa pensée à un cours. Elle suit le cours de Londres, donc le cours de la formation de Londres, tout en étant enceinte. Et apparemment, la relation était quand même très... elles se sont comprises, quoi, directement, parce qu'il y a tout de suite cette amitié.
Et en fait, je pense que en fait, quand Hélène Lubienska rencontre Maria Montessori, ben, on va dire on est à la fin des années 20, la méthode est presque élaborée. Mais en fait, Hélène Lubienska va vraiment aider Maria Montessori sur deux aspects. Le premier, c'est qu'elle va, je pense, l'aider à approfondir sa vision de l'enfant, du point de vue anthropologique et philosophique, parce que les études de philosophie, en fait, Maria Montessori s'est inscrite en philosophie, mais elle n'a pas terminé ses études de philosophie. Et donc ça, c'est un des aspects sur lesquels Hélène Lubienska va vraiment aider Maria Montessori. Et Hélène Lubienska aimait beaucoup les mathématiques. Et elle était surtout préoccupée par la démocratisation de la méthode Montessori. Et donc, elle a écrit il y a 2 livres, mais qui malheureusement ne se trouvent plus, Le sens de l'arithmétique et Le sens de la géométrie, où en fait, on peut... donc, elle a élaboré aussi du matériel du matériel plus élaboré pour les mathématiques, les théorèmes et tout ça. C'est à elle qu'on le doit avec son mari. Et puis, oui, cette envie de rendre de faire en sorte que la méthode Montessori soit à la portée de tous. Et donc, ce qui va aussi créer le problème avec Maria Montessori, donc, c'est qu'elle va insister, vu qu'elle était francophone, parfaite francophone, c'est à elle qu'on doit, donc, il y aura un seul cours pour former les enseignants en France, ce sera en 1934 à Nice. Et en fait, c'est grâce à Hélène Lubienska. Donc, c'est vraiment elle qui a convaincu Maria Montessori de l'importance de faire un cours en France. Donc, c'est Hélène Lubienska qui l'organise avec Mademoiselle Pontremoli, qui était enseignante à Nice, qui avait une école là à Nice, une école Montessori. Et en fait, la formule de ce cours est un peu différente parce que Hélène Lubienska dit, mais qui peut se permettre de payer autant? Parce que c'était quand même assez cher, enfin, ça l'est toujours, les cours officiels, on va dire. Et puis la durée. Et donc, elle propose un cours qui soit de durée réduite, mais avec l'accord de Maria Montessori. Et elles abaissent fameusement les prix en se disant, mais vu que les prix sont plus facilement, sont plus, comment est-ce qu'on dit, accessibles, merci, il y aura plus de monde. Sauf que ça ne fut pas le cas. Donc, il n'y a pas eu beaucoup d'inscrits. Il n'y a eu que 35 Français. Donc, il y a plus ou moins, si je me souviens bien, 70 personnes qui s'inscrivent et seulement 35 Français. Du coup, voilà, ça a créé des problèmes avec Mario Montessori qui s'occupait de la gestion économique. Et donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, moi, je pense que Mario et peut-être d'autres personnes ne voyaient pas d'un bon œil Hélène Lubienska et son mari qui avaient tellement bien compris l'esprit de la méthode Montessori qui s'autorisaient aussi à modifier du matériel ou à créer du nouveau matériel. Au point que, donc, moi, j'ai l'album écrit à la main par une participante de ce cours. Et donc, Maria Montessori a fait 20 conférences. Et donc, toute la partie du langage, enfin, pour la langue française, c'est Hélène Lubienska qui l'a développée, parce que l'italien étant une langue phonétique, on n'a pas le même problème. Et donc, ce sont les Lubienski qui présentent la partie pratique, pardon. Et en fait, dans l'album d'une participante au cours, il y a toute une page qui est barrée, une page d'explication qui est barrée en mathématiques, et il est écrit « Interdit par Madame Montessori ». Et donc, ça avait été présenté par le mari, donc par Monsieur Lubienski, et parce que, voilà, en fait, je vais tout dire, parce qu'il avait, en fait, lui, il proposait de remplacer les perles pour la psychoarithmétique par des petits cubes en bois, parce qu'il dit d'abord économiquement, c'est beaucoup plus accessible, et ça permettait de faire des développements qu'avec les perles, qu'il était difficile de faire avec les perles. Mais voilà, il a été un peu maladroit parce qu'il a dit, mais Madame Montessori, à cause de son âge, ne peut pas comprendre la portée de ma proposition. Et bien entendu, elle n'a pas du tout apprécié. Donc ça, c'est le premier signe, c'est que la page est barrée. Et puis, mais en fait, ça va signer, enfin voilà, c'est la fin de l'amitié entre Hélène Lubienska et Maria Montessori, le cours de Nice, quoi. Et pour Hélène Lubienska, ça a été très, très difficile parce que c'était une amitié importante pour elle. Et elle n'a plus aucune lettre, enfin, il n'y a plus vraiment eu aucun signe de la part de
de Maria Montessori envers Hélène Lubienska. Mm. Et ça, malheureusement, ça s'est produit avec plusieurs personnes de l'entourage de Maria Montessori. Donc, c'est clair qu'elle n'avait pas un caractère facile et en même temps, je pense qu'elle était tellement convaincue de la portée de sa pensée qu'il fallait en quelque sorte la préserver. Donc, elle avait peur peut-être qu'à force si les personnes donc, commençaient à apporter autant de modifications, il y avait aussi un risque peut-être que la pensée... Oui, pardon. Que la pensée se perde un peu ou qu'on perde des choses, ouais. Et quand elles se sont fâchées, du coup, Hélène Lubienska a arrêté de donner des cours en France ? Non. Alors, Hélène Lubienska a continué, mais elle disait je ne fais pas partie de l'orthodoxie du monde Montessori. Enfin, je ne sais plus exactement ses paroles, mais donc elle a continué elle a surtout développé en fait le silence. Donc pour elle, le silence, l'éducation musculaire, l'éducation des mouvements. Donc on lui donne, donc ces livres en fait sont écrits après leur dispute, donc, après 1935. Et en fait, je pense que si on a des livres en français qui expliquent la méthode Montessori, c'est surtout grâce à Hélène Lubienska. Ça a été une des premières dans les années 30 et 40 à écrire des livres pour expliquer, en fait, parce qu'en fait, son livre, La méthode Montessori, ce sont 10 leçons sur la méthode Montessori, où elle explique, en fait, les principes de la méthode Montessori. Et c'est très intéressant parce qu'elle dit, ça, ce sont des notes que j'ai prises quand elle fait une conférence. Donc, il y a aussi des petites... Ah oui. Des petites perles comme ça. Et donc, oui, elle s'est consacrée, elle a travaillé beaucoup avec les sœurs de Sion, donc dans leur école à Grandbourg, et puis avec le père Fort, qui a après créé l'ERAP, l'enseignement personnalisé communautaire. Donc, c'est lui, en fait, c'est Hélène Lubienska qui a fait connaître Maria Montessori au père Fort. C'est Hélène Lubienska qui a fait connaître Maria Montessori au père Fort. D'accord. C'est très intéressant que tu me parles de ça parce que moi, je suis dans l'enseignement catholique, dans des écoles privées sous contrat. Et quand j'ai essayé dans mon école de mettre en place des principes de la pédagogie Montessori, je n'ai peut-être pas su assez expliquer en fait quel était l'intérêt de le faire. Et peut-être aussi que mes collègues, ma directrice avaient des fausses croyances sur Maria Montessori. Et par contre, quand je parlais du père Fort, là, je sentais que j'avais de l'écoute. Et j'ai pu me former, quand j'étais encore dans cette école, à la pédagogie du père Fort pendant une semaine. Et en fait, je trouvais ça... Alors, la seule chose que je disais, c'est le père Fort est né 30 ans après Maria Montessori et a repris ses travaux. Est-ce que cette phrase-là, elle est correcte ou pas ? Mais moi, je pense que oui. Puis après, il les a sûrement adaptés. Moi, je ne connais pas très bien le père Fort, mais je pense qu'il a adapté certaines choses pour l'école primaire, qui, je pense, ont des idées tout à fait valables. Mais l'esprit et les principes sont les mêmes, je pense. Donc voilà, ça, c'est grâce à Hélène Lubienska. D'accord. Après, il y a quand même eu une rencontre, je pense, parce qu'il y a une photo, en fait, du père Fort avec Maria Montessori. Donc, je pense qu'ils se sont rencontrés quand elle est venue à Paris. D'accord, mais je ne savais pas que c'était grâce à Hélène Lubienska que le père Fort avait pu poursuivre les travaux de Maria Montessori. D'accord, donc c'est vraiment intéressant de découvrir ça aujourd'hui. Et en fait, la deuxième partie de sa carrière, Hélène Lubienska va la consacrer au renouveau de la catéchèse. D'accord. Elle a écrit aussi pas mal de livres, la liturgie du geste, enfin voilà, des livres intéressants. D'accord, c'est chouette. Et quand tu disais que Hélène Lubienska avait essayé de démocratiser la pédagogie Montessori, est-ce qu'elle est parvenue à le faire ? C'est une question un peu... en fait, pour le cours de Nice, on voit bien que ça n'a pas eu vraiment d'effet, mais je pense qu'il y a aussi une situation politique. Nous, on est en 1934... Donc, Maria Montessori était en train sûrement de payer le fait qu'elle avait essayé, qu'à l'étranger, on considérait qu'elle avait collaboré avec Mussolini. Et donc ça, au cours de Nice, ça n'a pas vraiment eu de succès. Et puis, je pense qu'il y a quand même ces livres, mais moi, donc j'ai... attends, je vais le prendre. Non, c'est parce qu'on ne le voit pas. J'ai Le sens de la géométrie, où en fait, elle propose des exercices Montessori en faisant des pliages avec du carton. Donc, pour moi, c'est une belle manière de démocratiser la méthode, mais après, je ne sais pas si ces livres ont eu du succès ou pas. Ça, c'est autre chose. D'accord.
Et elle n'a pas participé à la création, à l'ouverture d'écoles par la suite, non? Alors, elle a formé beaucoup. Alors, il y a eu quand même si, le cours qui s'appelait le cours Hélène Loubienska, qui a formé pas mal surtout des sœurs, en fait, qui travaillaient dans les écoles catholiques. Donc, c'était un cours pédagogique. Il y avait 3 après-midi par semaine où Hélène Loubienska transmettait les principes de la méthode Montessori. Et puis, les étudiantes parlaient de leurs observations avec Hélène Loubienska. Et donc, je pense qu'elle a formé quand même des dizaines et des dizaines d'enseignantes en France. Ça, c'est vrai. Mais après, il y a eu le problème. À un moment, la loi a changé. Et en fait, elle n'avait pas les diplômes requis pour pouvoir former les enseignants en France. Et donc, elle a dû arrêter. Ah, d'accord. Ouais. Mais donc, je pense qu'elle a quand même laissé pas mal de traces. Il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, j'ai participé à un colloque, mais justement de l'association Louis Beaulieu, donc qui s'occupe du Perfort, on va dire. Et en fait, là, c'est clair que Hélène Loubienska est encore connue dans ce milieu-là. Mais sinon, c'est un nom qu'on entend moins souvent. Ben, moi, tu vois, qui ai beaucoup creusé les travaux de Maria Montessori, j'avais entendu son nom. Voilà, j'avais quelques petits éléments, tu vois, le fait que pour le système décimal, que ça soit en bois au lieu d'être en perles. Mais voilà, je n'ai pas encore beaucoup creusé, donc ça me donne envie de lire le livre dont tu as parlé, Éducation de l'homme conscient et... Entraînement de l'attention. Au début, en fait, c'était 2 livres séparés, et puis ils ont été publiés ensemble par les éditions Don Bosco. Je ne sais pas si c'est encore... Mais le livre il y a quelqu'un qui m'a écrit, il y a une dame qui m'a écrit il n'y a pas longtemps pour dire qu'il était introuvable, et donc c'est peut-être l'occasion de le republier, parce que je pense que c'est vraiment... elle va au cœur, quoi. Et je pense qu'elle a vraiment un don de clarté, donc c'est limpide. Quand on le lit, c'est... Ouais. Je vais vite regarder après le podcast si jamais je le trouve. Et bah, écoute, je te remercie beaucoup, Martine. On va terminer par les... Si tu n'as plus rien à ajouter... Non, de choses. Moi, je pense qu'on est responsable, en fait, une fois qu'on a connu la pensée de Maria Montessori, on est responsable de pouvoir au moins d'abord en vivre, changer notre regard sur l'enfant, et puis étudier, la faire connaître. Mais voilà, c'est vrai qu'on a souvent un peu des préjugés sur Maria Montessori, et je pense que c'est important de mieux la connaître et de... Ouais. Et ben, si tu veux bien, on va terminer par une citation que tu aimes beaucoup. Est-ce que tu aimerais partager une citation avec les auditeurs? Je l'ai mis, c'est vraiment avec cette citation que je commence l'avant-propos. Et c'est une citation que Maria Montessori fait quand elle est en vacances en Savoie en 1932 avec des amis. Et elle voit donc ils sont en montagne, ben oui, la Savoie. Et en fait, elle voit qu'il y a un prof de gym qui fait des exercices avec des enfants, mais elle dit, enfin, il ne corrige pas les mouvements des enfants. Et elle dit, en fait, ce sont souvent les adultes qui sont le problème de l'éducation. Et donc, elle dit, on ne voit pas avec les yeux, mais avec l'intelligence. Lorsque l'esprit est encombré d'idées fausses, on ne voit rien, pas même les faits les plus évidents. Pour voir, il faut garder l'esprit vif, toujours actif, sans que rien ne l'entrave. Ce n'est pas facile. Merci pour cette citation parce que elle est moins connue que la plupart. Non, elle n'est pas connue celle-là. Parce que je l'ai trouvée en fait dans un article de la Nouvelle Éducation, donc la revue, et c'était Madame Guérit qui a été en vacances avec Maria Montessori, qui était là en Savoie, et donc qui en fait raconte les vacances qu'elle a passées avec Maria Montessori et termine par cette citation. Et pour moi, cette citation, c'est un peu la manière dont on devrait concevoir l'éducation et aussi la méthode Montessori, parce que je pense que pour certaines personnes, la méthode Montessori, si on est tellement focalisé sur le matériel, la manière d'utiliser le matériel, on peut être plus rigide et devenir un obstacle. C'est sûr, c'est sûr. Et est-ce que tu aurais un livre, alors tu en as déjà cité un, mais un autre livre que tu aimerais partager avec les auditeurs? Donc en français. Si possible. Alors moi je dirais que j'aime beaucoup Hélène Loubienska, et puis malheureusement il n'est pas traduit en français, mais j'aime beaucoup Paula Polk Lillard, qui est une américaine, qui est la maman en fait de Angeline Stoll Lillard.
Ah bon? Et elle est institutrice Montessori. Elle a créé une super belle école Montessori. Et il y a un livre que moi j'aime beaucoup d'elle. Et en fait, c'est son journal de bord en tant qu'institutrice. Et c'est Montessori in the Classroom. Et je trouve que c'est super beau parce que ça aide vraiment les enseignants. Par exemple, elle dit, je me rappelle au mois de décembre, elle dit voilà, moi avec cet enfant, je n'ai pas encore réussi à entrer en relation. Enfin, c'est comme s'il ne comprenait pas. Enfin, comment est-ce que je peux faire? Et je trouve que c'est beau parce que ça nous fait comprendre que en fait, c'est vraiment jour après jour qu'on doit construire les relations avec les enfants. Non? Et je pense que la méthode Montessori, comme toute méthode, c'est dans la relation que ça se joue. C'est dans notre regard qu'on pose sur l'enfant. Et le matériel, ça vient après. Ah oui. Je suis fan du livre d'Angeline Stoll-Lillard, Une Montessori, une révolution pour la science. Mais je ne savais pas que sa maman avait écrit aussi un livre. Oui, et donc, oui, c'est Montessori in the Classroom, mais je ne crois pas qu'il soit traduit en français. D'accord. Bah, écoute, c'est le livre qui me vient à l'esprit. C'est très bien, c'est très bien. Ça encouragera nos auditeurs à se lancer dans l'anglais. Voilà. Ou à le faire traduire. Voilà. Et on va terminer par un coup de cœur ou un coup de gueule. Oh là là, c'est dangereux. Non, alors le coup de cœur, c'est pour mon amie Bérangère Colli, parce que voilà, un livre que j'aime beaucoup, c'est Montessori, l'esprit et la lettre. Et je trouve qu'elle parvient vraiment, elle réussit vraiment cet exercice difficile en même temps de concilier, je vais dire, le regard critique scientifique sur la méthode Montessori, tout en étant un instrument pour aider les enseignants à bien vivre la méthode Montessori. D'accord. Et je sais pas si tu le savais, mais j'ai fait aussi un podcast avec Bérangère Colli. Ah non, je savais pas. Voilà, et ça me rappelle que je n'ai pas encore lu son livre, donc c'est très bien. Non, mais c'est un livre. Et puis je suis en train de lire là, son dernier livre sur Montessori et Freinet. Oui. Et en fait, c'est un dialogue avec le professeur Go, qui est un spécialiste de Freinet. Et je trouve que c'est très intéressant, enfin, en tout cas pour moi, parce que ce dialogue croisé, ça remet certaines choses en perspective. C'est intéressant de voir. Moi, je pense que, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'aura jamais fini d'étudier la pensée de Maria Montessori, mais c'est important qu'on lise et qu'on se pose des questions. Et c'est pas un gourou. Moi, je pense que Maria Montessori, c'est pas un gourou. Et que si elle dit des choses, mais c'est parce qu'elle sait qu'on est intelligent et qu'il faut qu'on fasse marcher notre intelligence, non? Et qu'on ne dise pas simplement, Maria Montessori a dit qu'on doit faire comme ça et donc on fait comme ça sans se poser la question. Parce que je pense que c'est là le danger. Et c'est pour ça qu'après, on contribue à transmettre des préjugés sur Maria Montessori parce que voilà, il y a celle qui est un peu mon maître à penser, c'est une Brésilienne qui vit aux États-Unis qui a créé une super belle école qui s'appelle Selma Pinoperi. Et elle dit, mais moi, quand je suis devenue montessorienne, je n'ai pas abdiqué mon droit à penser. Et je n'ai pas reçu une méthode qu'il faut conserver dans des vases pour la protéger. Non, mais c'est quelque chose qui vit. Oui, c'est sûr, il y a des principes qu'on ne peut pas enlever. Mais comme l'observation est un des principes principaux, voilà, c'est d'un groupe à l'autre, d'une classe à l'autre, d'un pays à l'autre, on va forcément observer des choses différentes. Oui, c'est ça, et faire fructifier le fruit de nos observations. Merci beaucoup Martine pour cet épisode. Si ce podcast vous a plu, je vous rappelle que je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et une note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à cette révolution éducative. Et n'hésitez pas à partager les épisodes qui vous plaisent. À la semaine prochaine!